tous, j'espère que vous allez pour le mieux et que vous commencez une excellente année 2018. Moi, comme prévu, je vais parler du dernier livre d'Éric Emmanuel Schmitt, La vengeance du pardon. Alors, La vengeance du pardon est un recueil de 4 nouvelles. Et si pour aujourd'hui j'ai choisi de parler de ce livre en particulier, c'est parce que j'ai trouvé qu'il aborde le thème parfait pour commencer une nouvelle année. Il aborde le thème du pardon, qui est pour moi la meilleure des manières de commencer, de faire un nouveau départ, de commencer une nouvelle année, de se défaire de toutes les perturbations qui pourraient nous venir du passé, de vraiment se concentrer sur l'avenir et de penser vraiment à aller de l'avant. Je commence par la couverture du livre. On a d'abord le nom de l'auteur, Éric Emmanuel Schmitt, qui est un romancier, nouvelliste, dramaturge et réalisateur franco-belge. Il est notamment membre de l'Académie Goncourt. Je peux citer parmi ses œuvres La Nuit de Feu ou Monsieur Ibrahim et Les Fleurs du Coran. En illustration, donc, on a plusieurs éléments très symboliques, comme le papillon, qui symbolise l'évolution ou la métamorphose. On a le désert, qui est un peu la recherche du moi profond, qui symbolise aussi le nouveau départ, la remise à zéro. La voûte étoilée, qui est donc la quête tragique, la contemplation, la considération. Et puis, on a l'avion aussi ici, donc qui évoque tout de suite l'une des nouvelles, qui va donc parler de Saint-Exupéry et du Petit Prince. En quatrième de couverture, on a un petit résumé, 4 destins, 4 histoires où Éric Emmanuel Schmitt, avec un redoutable sens du suspense psychologique, explore les sentiments les plus violents et les plus secrets qui gouvernent nos existences. Comment retrouver notre part d'humanité quand la vie nous a entraînés dans l'envie, la perversion, l'indifférence et le crime. Pour ce qui est du contenu, je vais essayer de donner une idée globale de la forme. Ensuite, pour le fond, je vais présenter un petit résumé de chaque nouvelle. Ensuite, passer à la critique pour enfin conclure. Concernant la forme, l'auteur va déjà nous plonger dans les 2 premières histoires en utilisant habilement l'analepse, le flashback. Ensuite, on va découvrir une écriture assez marquée par le style d'Éric Emmanuel Schmitt, c'est-à-dire beaucoup de figures de style, une dominance des phrases longues et le tout articulé par de vifs dialogues. La nouvelle s'intitule Les Sœurs Barbares. Dans cette nouvelle, nous allons suivre le développement des relations entre 2 sœurs jumelles, Lily et Moisette. Au début, les 2 sœurs baignent dans une relation fusionnelle, mais petit à petit, d'abord à cause du choix des parents de vouloir séparer les 2 sœurs afin que chacune d'elles s'affirme dans sa propre personnalité indépendamment de l'autre, et puis à cause de la place que va prendre chacune d'elles après leur séparation, Lily endossant le rôle de la fille protectrice, de la meneuse, et Moisette endossant celui de celle qui est protégée et qui ne fait que suivre. Leur relation va petit à petit s'altérer, voire totalement se briser. Dans cette nouvelle, le pardon n'est pas présenté comme une décision prise à un moment donné pour un fait bien précis, mais plutôt comme une sagesse de vie que va adopter un des personnages, qui est Lily, par rapport à sa sœur Moisette. C'est une histoire avec beaucoup de trahison autour d'histoires d'amour, mais pas que, où l'on pourra voir Moisette qui sera prise dans une sorte de spirale infernale de complications psychologiques. La deuxième nouvelle s'intitule Mademoiselle Butterfly, inspirée de Madame Butterfly, un opéra italien du début du XXe siècle qui est d'ailleurs évoqué dans la nouvelle. Dans cette nouvelle, nous allons suivre William, un adolescent qui avec son groupe d'amis est un peu le chef de bande et qui aura à un moment donné pour défi de séduire une certaine Mondine. Mondine, elle est un peu comme Esmeralda, c'est-à-dire qu'elle est très jeune, pauvre, super belle, et qu'elle se balade toujours avec une chèvre. Sauf qu'à la différence du personnage de Victor Hugo, c'est une attardée mentale. Et c'est ce qui créera les premières complications pour William. C'est-à-dire que autant il sera attiré par le corps de Mondine, autant il sera repoussé par son esprit. Et les deuxièmes complications de l'histoire, parce que c'est une nouvelle écrite en 2 temps, se feront alors que William est adulte. Et donc il y aura une histoire de paternité. Enfin, je vous laisse découvrir ça, je ne veux pas spoiler. Sinon, il y a 2 pardons dans cette histoire. Un pardon qui se fera par amour et un autre pardon que je trouve plus admirable, qui se fera pas par amour ni par sagesse, mais par pure élévation, un peu à la manière de Jésus dans la Bible, qui, pour expier tous les péchés du monde, va se sacrifier. C'est la nouvelle qui a donné son titre au recueil, La vengeance du pardon. Déjà, dans le titre, il y a une antithèse, vengeance et pardon. Dans cette histoire, nous allons suivre une mère qui va régulièrement visiter l'assassin de sa fille en prison. Alors, c'est une histoire complexe et assez difficile à résumer sans spoiler, parce que l'auteur laisse le suspense jusqu'à la fin.
pendant tout le long de l'histoire, le lecteur est poussé à se poser plusieurs questions, en se demandant pourquoi cette femme va visiter l'assassin de sa fille. Alors, on est amené à poser plusieurs hypothèses. On se dit, est-ce qu'elle l'aime? Est-ce qu'elle est juste masochiste? Ou est-ce qu'elle prépare un coup? Et le personnage lui-même ne sait pas en fait pourquoi elle fait ça jusqu'à la fin. Ici, le pardon n'existe pas en fait, c'est un faux pardon, j'ai trouvé dans l'histoire. Dans la quatrième et dernière nouvelle, nous allons suivre deux personnages, un vieil homme qui est un aviateur retraité de l'armée allemande, et une jeune fille qui adore dessiner, qui adore le dessin, et qui aime le Petit Prince de Saint-Exupéry, qu'elle va d'ailleurs présenter au vieil homme, qui en s'intéressant à cette œuvre et en s'intéressant à la vie de Saint-Exupéry découvrira quelque chose qui va bouleverser sa vie et le pousser à faire un sacrifice que je ne vais pas révéler bien sûr. Et le pardon ici, donc pour résumer comment il est traité, j'ai choisi un petit dialogue à lire entre le vieil homme et la petite fille. Alors, le vieil homme lui dit « Je n'arrive pas à me pardonner ». Elle haussa les épaules « Que tu es bête ». Il tressauta « Pardon ? Tu me dis que tu n'arrives pas à te pardonner parce que tu as fait quelque chose de mal autrefois. Donc je réponds que tu es bête. » Il demande « Pourquoi ?» Elle répond « Quelque chose, ce n'est pas quelqu'un. » Ce qui m'a d'abord plu d'une manière générale dans ce recueil, c'est que même l'ayant lu de la première page à la dernière page, je ne l'ai pas fini. Enfin, je n'ai pas l'impression de l'avoir fini parce qu'on sent qu'il a plein de petits secrets, qu'il regorge d'allusions, de références, d'évocations et qu'il faut le lire plus de 2 fois en tout cas pour tout découvrir. Et c'est ce qui d'ailleurs va me pousser, j'en suis sûr, à le relire, à me replonger dedans juste après la vidéo. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que on sent en lisant cette œuvre qu'il y a un sujet qui a été traité, analysé et qui ensuite a été exprimé au travers d'histoires. Ce qui marque la différence avec tous les romans à l'eau de rose que l'on peut lire surtout dans notre temps et que j'aime pas. En dernier point, parmi les choses que j'ai aimées, il y a le style, même si il y a un bémol sur le style aussi que je citerai parmi les choses que je n'ai pas aimées. Alors pour vous donner une meilleure idée du style, j'ai choisi un extrait à vous lire. C'est un extrait un peu pimenté. Donc voilà, c'est la rencontre dans la deuxième nouvelle entre William et Mondine. Je suis Mondine, William. Ce nom lui plut. Elle le répéta plusieurs fois en sourdine, le mâchant, le dégustant. Puis elle s'assit tout près de lui. D'où viens-tu? De Paris. Fasciné, Mondine hocha la tête en rabâchant Paris. William ne l'aurait pas plus émerveillé en disant Mars. Du temps que dura sa sidération, il inféra que son esprit moulinait poussivement. Elle se pencha et lui décocha un sourire ravageur. Dardant sur lui ses yeux noisettes, il frissonna. Dans ce sourire miroitaient 1000 phrases. Tu me plais. J'aime me tenir auprès de toi. J'ai envie de toi. Fais ce que tu veux. Qu'attends-tu? Le sang de William précipita sa circulation, gonflant les veines de son cou. Il craignit d'exploser. En frémissant, sa main effleura le genou de Mondine. Elle gloussa. La main s'y attarda. Elle rit. La main caressa cette peau si tendre. Soudain, alors que les doigts du garçon descendaient sur sa cuisse, Mondine bondit, marqua 3 pas en arrière et se colla derrière le tronc, jovial. William comprit le jeu. Il sauta sur ses pieds et commença à la pourchasser. S'ensuivit une partie de cache-cache entre les arbres, où Mondine se laissait presque rattraper, puis se sauvait, puis ralentissait. Plus maladroit qu'elle, William se prêtait à ses taquineries. Il exagérait même sa gaucherie en tombant souvent, histoire de déclencher en elle un rire de gorge sensuel qui le ravissait. Quel baume de fausser compagnie au langage, de ne pas draguer avec des formules 100 fois employées. Adieu les préliminaires fastidieux. Il adorait cette poursuite animale, badine, enjouée, mignonne, qui coïncidait avec les parades nuptiales que connaissaient toutes les espèces. De la simplicité, enfin. Maintenant, parmi les choses qui m'ont déplu, il y a des moments où j'ai trouvé que l'auteur se mettait à écrire en dépit de la logique. Donc, juste pour donner plus de fluidité à l'histoire, pour donner voilà, une suite fluide, eh ben, il le faisait sans trop faire attention au comportement des personnages, si vraiment c'était possible que ça se passe comme ça ou pas. Alors pour illustrer ce que je viens de dire, il y a un moment, bon sans spoiler quand même, il y a un moment où un personnage dans une des nouvelles a un enfant qui ne veut pas. Donc il a une relation avec une jeune fille, une relation rapide, puis elle tombe enceinte.
il apprend ça et donc il fuit, il refuse d'être le père de cet enfant, etc. Et 10 ans plus tard, eh ben, l'histoire revient dans sa vie et tout, mais il a oublié qu'il a eu un enfant. Alors c'est un personnage tout à fait normal, il n'a aucun problème psychologique, etc. Et il oublie cet enfant. Et donc, c'est juste à un moment donné, en parlant avec un de ses amis d'enfance, qu'il se rappelle qu'il a eu un enfant à un moment donné. Ce que je trouve qui est complètement illogique, c'est impossible. Même si on ne veut pas d'un enfant, c'est quelque chose qui marque à vie. 10 ans ou même 100 ans ne suffiront jamais à faire oublier à une personne qu'elle a eu un enfant. Surtout, c'est son seul enfant, je dirais. Il n'a pas oublié son nom ou il n'a pas oublié... Il a oublié l'enfant lui-même. Donc voilà, je trouve ça bizarre. Alors maintenant, je reviens sur le bémol dont j'ai parlé par rapport au style. J'ai aimé le style d'une manière générale, mais j'ai trouvé que l'auteur, Eric Emmanuel Schmitt, se permettait parfois des écarts trop importants avec les véritables sens des mots. C'est bien de faire des écarts, ça permet de donner du style, des écarts poétiques, etc. Mais tout en restant modéré. Sauf que là, je prends pour exemple une phrase dans la première page de la première histoire déjà. À qui le traversé, Saint-Sorlin en Bugey donnait le souvenir de n'avoir qu'une saison, le mois de mai. Voilà, donc une saison, le mois de mai. Je ne sais pas si c'est la tournure, si c'est les 2 points, ou si c'est le son en son lui-même, mais on ne peut pas présenter et dire une saison, le mois de mai. Le mois de mai est un mois, et il fallait peut-être dire une saison, le printemps. Même si on comprend très bien qu'il veut faire passer le mois de mai, qui a un climat sans doute particulier, pour toute une saison. Et que donc à Saint-Sorlin-en-Bugey, on avait toujours l'impression d'être dans cette fin de printemps. Mais voilà, ici, c'est peut-être les 2 points qui font qu'on a l'impression que c'est trop brutal. Une saison, le mois de mai. Il y a plusieurs exemples, mais j'ai pris celui-là. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à vous remercier pour tous vos retours positifs concernant la première vidéo. J'ai vraiment été impressionné. Je tiens aussi à remercier Emery Caron de l'avoir partagé. J'espère que cette vidéo vous plaira tout autant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. D'ailleurs, j'ai mis le titre de la prochaine œuvre à analyser en description. Voilà, moi j'ai aimé lire La Vengeance du Pardon, je vous le conseille donc. Voilà, merci et au revoir.